Juste d'être consciente que Marseille, c'est pas juste une image ou une marque, mais c'est une ville où les gens habitent et d'être sensible. Surtout pour des gens qui habitent pas ici. Marseille, c'est pas juste le Marseille Jacquemus qui a été créé ça fait quelques années. Il y a un Marseille qui est aussi très complexe, très nuancé et de s'immerser un peu dans ça aussi parce que c'est très riche et c'est très intéressant et plein de choses à apprendre. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Moi, je m'appelle Suri, je suis chef de cuisine. Je viens du sud-ouest de l'Inde. J'habite à Marseille, ça fait depuis 2019 janvier. Et je suis passionnée par les plantes, les fleurs comestibles, la mer, les saveurs de chez moi, mais aussi d'ici. Où es-tu née et a grandi ? Moi, je suis née en Inde, à Goa. J'ai grandi entre Goa, Pune et Bangalore, que c'est la région du sud-ouest, entre la région de Maharashtra et juste au nord du Kerala. Voilà. C'était comment de grandir en Inde ? C'était les années 90. C'était le moment où l'industrialisation, la mondialisation commence. Du coup, de voir un peu ce changement dans les habitudes de comment s'habiller, quoi manger, les offres dans les restos, dans les magasins, de voir en fait tous ces changements. Et aussi au niveau paysage, urbanisme, de voir beaucoup plus de développement, des projets d'immobilier. Pourquoi tu as choisi Marseille ? Ça, c'était une décision qu'on a prise avec mon copain qui vient de Montpellier, que j'ai rencontré à Bombay quand j'habitais là-bas juste avant de déménager à Marseille. Et en fait, nous, c'est un peu compliqué parce que nous, on était passionnés par la voile, on habitait à Bombay, ça fait 2 ans, enfin, et on avait commencé à naviguer là-bas. Le même temps, il y avait beaucoup des questions autour de l'immigration et la présence des réfugiés à cause des conflits. On peut pas tout, surtout en Grèce. Et moi et mon copain, on s'intéressait beaucoup à cette question de migration un peu forcée, surtout par la mer. Et on avait envie de travailler dans ça, de créer quelque chose. Et l'idée, c'était de créer un jardin partagé à Lesbos, en Grèce, dans un centre social qui accueille beaucoup des réfugiés et des migrants. Et du coup, on est parti là-bas 1 an en voilier. On a navigué jusqu'à Grèce et on a fait ce projet. C'est un jardin partagé, mais c'est pas que ça. Il y avait beaucoup des ateliers de radio, de films, de musique, et on avait une petite maison d'édition. Donc c'est beaucoup des éléments à la fois. Mais l'idée, c'était en fait de se demander c'est quoi une maison d'édition et comment donner en fait la possibilité, les outils pour que les gens puissent raconter leurs histoires. Et pas à nous de raconter à leur place. Finalement, après 1 an, le projet s'est fini. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mon copain, qui était photographe à la base,
voulait se reconvertir en marin, en skipper. Et moi, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, mais j'aime aussi la cuisine. Et on s'est dit, où en France? Et d'où l'idée de Marseille, qui est une ville côtière, qui est très diverse, beaucoup de mixité. Tu te souviens de la première fois que tu y es arrivé à Marseille ou... Oui, je suis venue à Marseille, en fait, c'était même un peu plus avant 2018. C'était quand je suis venue en France la première fois pour des vacances en 2016. Et avec Jimmy, du coup, mon copain, on avait visité le Mucem, on s'est baladé sur la colline de la Bonne Mère. Il y avait énormément du vent. C'était en août, je crois. Ouais, ça c'était le premier souvenir. Dans quel quartier tu vis? Moi, j'habite à Notre-Dame-du-Mont. On était à Vauban avant, mais c'est un peu plus vivant par ici, je dirais. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce quartier? Est-ce que tu as des petites habitudes? J'aime beaucoup le fait que déjà qu'il y a une mixité sociale et socio-économique. J'aime bien qu'il y a beaucoup de petits commerces qui sont toujours très actifs. Que c'est pas juste des projets qui viennent de commencer, qu'il y a un peu une histoire. Et je trouvais pas ça, par exemple, à Vauban. Comment es-tu arrivée à la cuisine? J'ai commencé à cuisiner quand je suis venue en France, du coup à Marseille. Et j'avais une licence en Human Ecology, du coup c'est une licence intersectionnelle et transdisciplinaire entre l'urbanisme, l'anthropologie, les sciences sociales, que j'ai fait aux États-Unis. Je parlais pas français et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et quand on était à Lesbos, j'ai fait beaucoup des ateliers de cuisine juste avec les femmes qui voulaient juste avoir un moment pour eux. Et du coup, nous, on se retrouvait pour quelqu'un a animé un atelier. Et j'ai beaucoup aimé ces moments de transmission, le partage, aussi le fait de découvrir plein de types de nourriture différentes. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire comme travail ici? Et je me suis dit, ok, peut-être je vais essayer juste de commencer à cuisiner. Et j'ai postulé partout. Vraiment, je faisais la tour. C'était en janvier, février. Je faisais la tour de tous les restos, mais n'importe quel resto. Et je donnais mon CV, qui était pas très long, vu que j'avais pas du tout d'expérience en cuisine. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans un resto égyptien, mais pas du tout en cuisine, comme plongeur, pour presque un an. Et après, j'ai changé pour travailler avec Ella Flalo chez Yuma. Et du coup, c'était vraiment un peu un besoin de travailler, mais on peut pas envie de juste faire n'importe quel travail. Comment tu décrirais ta cuisine? C'est une cuisine qui met valeur dans le passé, dans mon héritage culinaire, qui prend en compte les complexités sociales et les nuances culturelles en Inde, mais aussi qui donne énormément d'importance aux artisans qui travaillent autour de la cuisine, les paysans, les maraîchers, les producteurs et les productrices, et aussi qui mettent en valeur les plantes médicinales et les végétales. Je suis pas un cuisinier, enfin je suis pas chef vegan, mais je donne beaucoup de valeur et importance aux légumes, aux fruits. Est-ce que on peut goûter ta cuisine à Marseille? Bientôt, parce que je viens de sortir du coup mon livre de cuisine. Et avec ça, je vais organiser plein de petits événements, notamment chez Provision. Je vais faire un repas festif en décembre. Et après à Arles, mais à Marseille, ouais, il y a quelques petits projets qui vont commencer bientôt. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre qui est sorti? Bien sûr. Du coup, mon livre qui s'appelle Là où les riz sont les fleurs de manguier, c'est à la fois un carnet de voyage et un livre avec des recettes
végétarien, du sud-ouest de l'Inde, de chez moi. Le choix de végétarien, moi j'ai grandi, j'ai tout mangé. Enfin, chez moi, on n'est pas végétarien. Mais l'idée de végétarien, c'est parce que là, en arrivant ici, j'avais un peu envie de pas travailler. Enfin, la viande ici, c'est trop présent pour moi et j'avais envie de faire autre chose. Et en plus de ça, j'aime beaucoup les animaux et j'arrive plus à les cuisiner. Et du coup, c'est un livre des 50 recettes végétariennes qui suit un peu la rythme de la journée. Du coup, il y a la petite déjeuner, le goûter, le dîner, les snacks, mais aussi qui suit un peu les rythmes qu'on a chez nous, les manières de travailler, de manger qui sont un peu différentes d'ici. Enfin, par exemple, le soir, c'est pas vraiment le moment d'apéro, mais c'est plutôt des snacks salés, mais avec du thé. Et ça, c'est le moment un peu festif du soirée avant le dîner. Et ou par exemple, de manger plein de choses salées le matin. Beaucoup des choses à base du farine, du riz, du millet, pas beaucoup du blé. Et du coup, c'est un peu une célébration de toute cette nostalgie, toutes ces saveurs qui sont chères pour moi. Ça donne envie. Où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre? Je crois sur le site web de Édition Ulmer, mais aussi en librairie. Je viens de le voir chez Librairie Les Sauvages, mais je pense qu'il y a plusieurs librairies. Il y a beaucoup de librairies assez chouettes et peut-être ils auront mon livre. Je sais pas. Peux-tu me parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment? J'ai déjà l'idée pour un deuxième livre. Et c'est un peu ça mon prochain projet. Mais sinon, je travaille avec une céramiciste pour une résidence entre la céramique et la cuisine. Mais c'est pour l'année prochaine. Ok, là, je suis en train de vraiment organiser l'année prochaine pour les plus grands projets. Et sinon, c'est aussi le projet de trouver peut-être une maison d'hôte à la campagne et avoir un projet de potager, table d'hôte en été. À voir. Parce que c'est vrai que je t'ai pas vraiment demandé. Donc aujourd'hui, tu travailles en résidence. Tu ne travailles pas dans un restaurant en particulier. Et comment tu t'organises un petit peu, ou c'est en fonction des projets? Bah moi, je suis chef surtout itinérante. J'ai pas de resto fixe. Je voyage beaucoup pour le travail. Par exemple, cette année, je fais des ateliers avec le Biennale de Lyon. Avant ça, j'étais en Indonésie pour plutôt un consulting, formation d'équipe, le lancement d'un resto. J'ai beaucoup aimé cette expérience de travailler sur la carte, de trouver les fournisseurs. Et maintenant, je suis plus envie de travailler entre l'art et la cuisine, d'où l'idée de résidence de céramique et cuisine. Mais sinon, à part de ça, oui, je fais aussi des résidences plus classiques dans des restaurants, dans des cafés. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs. C'était chez le coffee shop qui a sur le Vieux-Port, chez Deep. Ouais. Justement, j'aimerais faire quelque chose à nouveau là-bas parce que ça, on peut tout commencer là-bas et on peut de boucler la boucle. Et je suis en train de parler avec David, mais il est tellement occupé que ça prend plus de temps que nécessaire. C'est marrant d'ailleurs que tu m'as dit tout à l'heure que tu buvais pas de café, mais donc c'était quand même là-bas que tu as commencé à cuisiner. Ouais, mais c'est un peu, ça m'a déjà arrivé. Je buvais du café, ça fait 2 ans, et puis je suis partie en Italie en 2022 à la Villa Médicis pour 1 an, et j'ai découvert les cappuccinos à l'italien, qui sont vraiment, il y a une abondance de cappuccinos et aussi plein de choses à base de gluten. Et après cette année, je peux manger ni de gluten, ni je peux boire le café parce que c'était vraiment overdose. Et du coup, je prends un peu du temps pour mon corps, là. Sur Instagram, j'ai vu que tu avais un autre projet qui s'appelle Sensual Ecology. Est-ce que tu peux le présenter et nous en parler? Ouais, en fait, ça c'était juste mon compte perso. Mais dans l'idée, là, j'ai envie de plus en plus aller. Enfin, moi, je suis passionnée par la mer et par l'apnée, le plongée libre et aussi plongée en bouteille, mais surtout en apnée. Et j'aimerais créer quelque chose autour la mer amassée, surtout quelque chose pour
pour donner la possibilité à des gens qui savent pas nager de créer des liens avec la mer, de travailler un peu cette peur qui est très présente ici. Même si c'est une ville côtière, il y a beaucoup de gens qui naviguent pas, qui plongent pas, pour des raisons financières, mais aussi c'est juste pas quelque chose que si tu as pas l'habitude de faire. Même juste aller nager. J'ai beaucoup de copines surtout avec qui je nage toute l'année. On nage en eau froide, sans combi. Et du coup, vraiment, je vois l'effet mental que ça a sur moi. C'est très, c'est quelque chose qui m'équilibre. Et du coup, j'aimerais un jour, plus l'année prochaine, je suis en train de faire une formation d'être instructeur d'apnée. Et de faire quelque chose aussi avec la cueillette et les balades sous-marins. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits à Marseille où tu vas pour la cueillette, si tu as envie de partager, si tu as envie de garder ça secret, c'est ok aussi. En fait, il y a beaucoup d'endroits en ville, sur les collines, dans les calanques où c'est assez interdit, mais moi je le fais quand même parfois, mais vraiment avec une approche sensible où l'idée de la cueillette, c'est pas d'aller vider un endroit, c'est pas de prendre tout pour moi. Ah oui, on a trouvé des champignons, allez, on prend tout. C'est vraiment prendre un peu pour moi, laisser un peu pour quelqu'un d'autre et laisser encore plus pour la nature et l'organisme, enfin la plante en soi. Et du coup, je vais beaucoup pour la cueillette, même sur la colline de la Bonne Mère. C'est moins facile maintenant parce que c'est assez réglementé, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent couper toutes les plantes avant que ça sèche trop pour éviter les feux. Et du coup, il y a des moments où il faut voir. Mais sinon, plus à la campagne, enfin, plus en Provence. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux transmettre dans ta cuisine? Je crois que j'aimerais bien parler juste de cette célébration, oui, de la multiplicité des cultures. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, que j'essaie de vraiment mettre en avant dans ma cuisine. C'est aussi que en culture, que c'est quelque chose avec plusieurs couches, plusieurs nuances, que c'est quelque chose qui change, qui est dynamique. Il y a surtout la cuisine côtière, il y a un métissage, il y a un échange, et juste de mettre tout ça en avant. Quel est ton processus créatif quand je cuisine? Quand tu cuisines, je regarde d'abord pour qui je cuisine. C'est quoi l'événement? C'est quoi la cuisine sur place, les outils que j'ai à disposition? Et après, je regarde la saison, j'appelle les maraîchers, les paysannes, les productrices. Qu'est-ce que eux ils ont à me proposer? Je fais toujours des mood boards, j'aime bien faire ça, de voir, de vraiment travailler sur une identité pour l'événement ou pour le repas ou pour la résidence. Et de voir, ok, c'est quoi le narratif que j'ai envie de suivre? Si c'est quelque chose de à moi, si c'est un événement, pareil, c'est quoi l'histoire que j'ai envie de partager et comment je peux l'adapter à des choses qui m'intéressent. Par exemple, il y a des moments où je vais écouter juste un type de musique qui m'inspire, qui me donne envie de aussi dire, ok, cette musique est inspirée par tel peintre. Ok, je vais regarder ça. Ou il y a un livre que je suis en train de lire. Je dis, ok, ça, c'est des idées que j'ai envie d'appliquer en ma cuisine. Et du coup, c'est pareil, c'est un peu comme dans mon licence, cette notion d'avoir une approche transdisciplinaire à la cuisine où, oui, c'est les saveurs, mais c'est beaucoup plus que les saveurs. C'est les gestes, comment on le sert, la vaisselle, les couleurs, la lumière, et de vraiment avoir une approche plus holistique, plus globale. On le ressent bien quand on voit ton compte Instagram. Merci. Est-ce que tu peux aussi me raconter, parce que j'ai une copine qui m'a dit, Zuri, moi je l'ai déjà rencontrée parce qu'elle m'a livré du thé. Est-ce que c'est un projet que qui est toujours d'actualité ou... Ah oui, j'avais fait une collection du épice chai
Et c'était pour des fonds pour un ONG en Palestine, en fait, parce que j'avais beaucoup travaillé là-bas. Et mais oui, pour répondre à ta question, j'adore le thé, j'adore les cérémonies autour du thé, le culture de thé. Comment ça peut aussi réunir parce que je bois pas d'alcool non plus. Et du coup, c'est pour moi quand je vois mes copines, mes amis, c'est autour de la thé. Et j'aimerais bien reprendre ça en fait, de faire des mélanges surtout en hiver. Ça fait du bien. Où est-ce que on peut te suivre et voir ta cuisine, tous tes projets? Ça, c'est comme tout le monde sur Instagram. Et c'est Zuri Camille de Souza. Toute simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des chefs avec qui tu as travaillé qui t'ont particulièrement marqué? Harry chez La Messerie et Val chez Livingston. C'est deux gens que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup travaillé avec eux et j'ai beaucoup appris avec eux. Comment Marseille nourrit ta créativité? Je pense pas les paysages, surtout le soleil, la mer, l'énergie qui se trouve partout dans le ville, qui me rappelle parfois Bombay. Ouais, c'est tout comme ça. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent? C'est compliqué à penser à des gens en ville, mais toutes mes amies à la campagne qui sont toutes les maraîchers, tous les producteurs, toutes les productrices. Et puis je suis très inspirée aussi juste par les gens en général quand je vois surtout les gens de l'été, enfin le début de l'été, en août c'est trop pour moi. Le début d'été, de voir cette joie partagée par tout le monde qu'il fait beau, qu'il y a le soleil, ça m'inspire beaucoup parce que c'est une énergie qui apporte beaucoup pour moi en termes de créativité. Est-ce que tu veux citer quelques producteurs, productrices avec qui tu travailles? J'aime bien Jean-Baptiste, Organic Yoda, il y a Manu, les paysannes modernes, il y a Martine chez Deux Gouttes à Montpellier, il y a Poussy, Big Bloom Provence, La Ferme de Capri, Geoffrey qui fait la cueillette sauvage, Bigoud qui n'existe plus, mais quand c'était Caroline et Camille, c'était vraiment incroyable. Mes fleurs, ouais. C'est vraiment les gens avec qui je travaille le plus. Est-ce que tu as des petites habitudes du quotidien? À Marseille, j'aime bien quand j'ai du temps libre, quand il fait beau. Pas forcément quand il fait chaud, mais quand il y a pas trop du vent, j'adore aller nager. Ça, c'est vraiment, je vais à Anse-de-Maldormé et je vais jusqu'à les îles, je reviens, surtout avec une copine avec qui on nage beaucoup. Parfois, je vais plonger. J'aime beaucoup aller au Frioul, me balader, nager aussi. Mais sinon, en ville, j'adore passer chez Lorraine Mier pour l'été, juste parler avec elle. C'est un peu comme un caviste. Enfin oui, ça s'appelle aussi cavater, son magasin, son boutique. Et j'aime bien aller parler avec elle, trouver du thé qui convient à le mood dans lequel je suis, la météo, le temps. Enfin, elle a vraiment une richesse du thé. Enfin, elle a un savoir-faire incroyable et de parler des techniques aussi. Parfois, même si je mange pas trop de gluten, d'aller chez House of Pain. Ils ont vraiment des bonnes rouleaux à la cannelle, roulés cannelle. Et sinon, l'ABC, j'aime beaucoup pour le matcha. J'y vais assez souvent. Et sinon, juste me balader. En fait, il y a beaucoup des endroits, même Deep, même Café de la Banque. Il y a beaucoup des endroits où j'aime bien me poser, juste prendre le temps. Parce que c'est un peu un luxe pour moi d'être à l'autre côté du comptoir, en fait. Et de prendre le temps pour ça. Et sinon, de me balader beaucoup avec ma chienne sur la colline de la Bonne Mère. Ça, c'est quelque chose que je prends le temps, soit tôt le matin pour le lever du soleil, soit le soir pour le coucher du soleil. Et c'est aussi ces moments-là où je peux faire la cueillette, par exemple, ou juste voir la nature un peu en ville. Quelles sont tes 3 adresses favorites?
Du coup, Lorraine pour l'été, c'est sûr. J'adore l'IMAT le soir. J'adore l'équipe, j'adore les plats, j'adore les saveurs, c'est tellement bon. Et puis, le troisième, c'est, c'est compliqué parce que il y en a, enfin, c'est dur de choisir juste une seule. Mais du coup, je choisis pas une adresse cuisine, je vais choisir une fripe que j'aime bien. C'est Rue Consulat et chez Nasser, c'est les au pied de poule. Et, c'est un des premiers amis que j'ai fait à Marseille, quand je cherchais justement des habits, un peu pour le vent, pour le froid. Et je suis rentrée dans ce magasin et Nasser, c'est un vrai caractère. Il peut parler pendant des heures. Il a grandi ici. Son père était la première boucher de Marseille. Enfin, il a toute une histoire. Il m'a dit, premier boucher halal, je crois. Et du coup, j'aime bien cet endroit. Les habits sont top parce qu'il est aussi costumier. Et il a des histoires à raconter, quoi. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter à Marseille? Je pense que c'est le fait que la ville s'offre à beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de possibilités. Je suis aussi très consciente que c'est très compliqué de vivre ici, qu'il y a un privilège de pouvoir venir faire un projet, créer des choses, pas avoir un travail, euh, disons, normal. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est aussi une ville assez compliquée. Il n'y a pas assez du travail. Il n'y a pas des endroits sains pour vivre. Il n'y a pas l'accessibilité déjà à la nature, aux activités culturelles. Et du coup, je suis fière du fait qu'il y a aussi beaucoup de volonté, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose du bien pour cette ville et pas que dans des cercles privilégiés. J'aime bien, par exemple, les projets de l'école comestible. J'adore les projets de la Cité de l'agriculture et la ferme des Capris, même la Talus, où c'est tous des projets où le focus, c'est pas le centre-ville, c'est pas moi, c'est pas mes amis, c'est vraiment des gens qui habitent en banlieue, c'est des gens qui habitent dans les cités. Et je trouve beaucoup même des projets comme la Bouillante de Noailles, où c'est en plein centre-ville, mais comme dans un quartier assez précaire à Noailles, c'est quand même, c'est pas la luxe d'habiter là-bas. Et de voir énormément d'énergie mise à disposition pour, surtout des projets autour là, bien manger, des choses culturelles. Ça, j'aime bien. Et au contraire, qu'est-ce qui te révolte? Je pense que c'est les mêmes choses qui me gênent en Inde, c'est ce décalage de classe socio-économique qui est très présent à Marseille, qui est aussi présent ailleurs, mais par exemple à Paris, c'est tellement poussé loin du centre-ville qu'on voit pas assez souvent. Mais à Marseille, c'est très clair même de voir à Noël, enfin le décalage entre les appartes, par exemple l'appart de mon copain et les gens qui habitent dans des immeubles qui sont à deux minutes de s'effondrer. Enfin, il y a ce décalage qui me gêne beaucoup parce que je suis consciente de ma part dans cette inégalité, même si j'essaie de vraiment penser bien quel commerce je soutiens, quel endroit j'y vais, comment je trouve que les inégalités sociales sont quand même très présentes ici. Il n'y a pas assez de changement encore. Il y a c'est quelque chose qui va prendre du temps. Malgré tous les projets, des beaux projets que je viens de citer, ça prend énormément du temps. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Ok. Si tu étais une odeur. La mer. Mais pas la mer après la pluie. Quand ça pue, c'est pas quand ça pue. Si tu étais un son. Les gavions. Quand j'ai envie de dormir, il y a des gavions qui commencent à marcher sur le toit. Il fait tic 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 tic. Voilà. Si tu étais un goût. Un fricassé, un bon fricassé
bien huileux avec le thon et le harissa et le pomme de terre au fond, et l'œuf dur. Et ces petites pickles de piment vert. T'as une adresse pour les manger? Ah, il y avait une dame, elle est répartie chez elle. Sinon, à Noël, il y a plusieurs petites adresses. J'ai une copine, Sarah, qui adore celle de Planète Couscous, qui est juste là, à Notre-Dame-du-Mont. Elle m'a dit, il y a des mini fricassés en plus. Moi, un péché, qu'elle est grande. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici? Je le compare tout le temps à Bombay. Je dis que c'est un peu comme Bombay. Mais c'est une ville diverse et c'est ouverte là à la mer. Il y a plein de cultures qui se rencontrent. Pas toujours avec douceur, bien sûr, mais c'est très vivant. Il y a beaucoup de bruit. C'est parfois c'est un peu trop sale. Parfois c'est très beau et ça m'étonne et ça m'inspire. Et parfois c'est beaucoup trop de chaos et j'ai envie juste de rester chez moi et boire un thé et regarder le soleil qui est toujours magnifique. Et parfois c'est tellement calme surtout en hiver. Et j'adore parce que on dirait que tout le monde se repose et les gens qui se trouvent pour nager le matin, il y a quelque chose de partagé parce qu'on va tous nager dans ce mer qui fait 10 degrés et on sait que c'est un peu dur, mais à la fin, on est vraiment, il y a un type d'excitation, d'énergie une fois qu'on est sorti de l'eau, qu'on a tellement froid, il y a une joie partagée. Et j'aime bien ça, j'adore masser, entre les saisons, surtout avant et après l'été. Est-ce que tu aurais quelqu'un à recommander pour passer dans ce podcast? Elle est pas à masser, mais elle vient ici assez souvent. Elle était à masser beaucoup des années. C'est Poussy de la ferme de Capri. Elle était maraîchère avant, à la ferme de Capri. Et là, elle vient de commencer son projet qui s'appelle Big Bloom Provence. Et c'est un maraîcher vraiment tellement passionné, tellement impliquée dans toutes ces démarches et les légumes sont exceptionnels. Et elle est aussi passionnée par les piments et toutes les graines, toutes les semences paysannes et de recultiver un peu ça parce que il y a aussi un héritage. Le terroir de Marseille, c'est vraiment spécial et elle s'implique beaucoup dans ça. Elle est basée où maintenant? Saint-Maximin, au pied de la Sainte-Baume. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs et auditrices de ce podcast? Juste d'être consciente que Marseille, c'est pas juste une image ou une marque, mais c'est une ville où les gens habitent et d'être sensible. Surtout pour des gens qui habitent pas ici. Non, mais à part ça, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup des amis qui ont un peu cette mythologie de Marseille, mais Marseille, c'est pas juste le Marseille Jacquemus qui a été créé ça fait quelques années. Il y a un Marseille qui est aussi très complexe, très nuancé et c'est Marseille un peu dans ça aussi parce que c'est très riche et c'est très intéressant et plein de choses à apprendre. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur une situation, une rencontre atypique que tu aurais vécue à Marseille? En fait, il y a plein de moments tellement drôles ici que parfois je les oublie. Mais j'aime bien des choses assez banales. C'est pas très atypique, mais je trouve que c'est très marseillaise que parfois, quand j'attends le feu rouge et on traverse là où que quelqu'un commence à me parler, soit la météo, soit un scout qui a traversé le feu rouge, soit il y a beaucoup du vent. Et c'est surtout des vieilles dames qui viennent me parler et dire « Ah, mais il fait froid aujourd'hui. Ah, mais tu vas où avec ce chien? Ah, elle est trop beau, ton chien. » Ou si j'ai des fleurs, « Ah, c'est pas moi les fleurs. » Et c'est vraiment, il y a des moments d'échange dans la vie, dans l'espace public. Et ça, j'aime bien ça. C'est pas vraiment une anecdote atypique, mais c'est quelque chose qui me rend heureuse chaque fois ça m'arrive. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien
et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!